Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme ce soir, débrief de l'étape numéro 11, débrief de cette étape sur l'Estrade Bianche, vous savez ces routes blanches avec du gravier. J'avais dit que ça allait être un gros morceau, ça a été un gros morceau, j'avais dit que ça allait être le premier moment important de ce Giro, c'est le premier moment important de ce Giro. On a beaucoup de réponses aux questions qu'on pouvait se poser avant l'entame de cette étape. On fera en toute fin de vidéo un petit point sur le classement général pour vous rappeler les écarts, parce qu'il commence à y avoir pas mal d'écarts. Vous aurez toutes ces informations là dans la description, comme tous les soirs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette étape, du déroulement de cette étape également. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on commence tout de suite. Étape donc qui a été alors déjà très spectaculaire, surtout sur la deuxième partie. C'est vrai que sur les 40-50 premiers kilomètres, ça a été un petit peu calme, mais sur la deuxième partie d'étape, à partir du moment où il y a eu l'Estrade Bianche, je l'avais dit, c'est 70 derniers kilomètres, 1 kilomètre sur 2, c'était des graviers. Excusez-moi pour ce petit lapsus. Et on savait que ça allait être très difficile. Le scénario a quand même été assez inattendu pour moi, parce que je m'attendais à ce que le peloton se batte un peu plus quand même pour la victoire d'étape aujourd'hui, qu'elle allait être une victoire d'étape, je pense, assez prestigieuse. On s'est un petit peu regardé en champ de faïence pendant longtemps, et puis Ineos n'avait pas envie de rouler parce qu'il voulait faire un grand coup dans la deuxième partie d'étape, et ça peut se comprendre, mais d'autres équipes auraient pu tenter le coup en tout début de journée. Je sais pas, EF notamment aurait pu essayer pourquoi pas de rouler très très fort en début de journée, et aussi pourquoi pas affaiblir les coureurs d'Ineos et essayer de les mettre dans une autre stratégie. Et ce qui nous a permis d'avoir la victoire de l'échappée. Je parlerai assez peu de l'échappée, donc je peux parler tout de suite du vainqueur du jour. C'est Mauro Schmid du QBK Assos, qui a très très bien joué dans le final avec Alexandre Kovi. Je vous avais dit plutôt que le dernier kilomètre était très technique, il en a bien profité, et puis surtout il a été intelligent. Je vous avais dit 12%, et ça faisait très très mal, demandez à Hugh Carty notamment. Allez, on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on va parler de l'échappée du jour et de Gugelmi. Simon Gugelmi, français, son nom ne l'indique pas. Gugelmi qui a fait une belle étape aujourd'hui. Quand vous êtes un coureur comme Gugelmi ou comme ça, vous savez que de toute manière dans le final, si vous attaquez pas de loin, vous ne serez pas dans le coup. Il faut mieux tenter l'échappée. Il faut tenter l'échappée. De toute façon, vous n'avez très clairement pas grand-chose à perdre. Voilà. En tentant l'échappée, voilà, il a fait une belle étape devant. Lui lâche à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Alors, faut savoir que pendant un long moment, alors moi j'étais sur Eurosport GB, je ne sais pas si c'était la même chose sur la rail, mais le réalisateur nous a énormément montré la bagarre entre les leaders, et ce qui fait que l'échappée est un petit peu passée à l'as. Donc je ne sais pas vraiment à quel moment il a lâché. Il a tenté de partir à un moment dans le secteur 3, je crois, Gugelmi. Ça n'a pas marché, mais voilà, bonne étape quand même de Gugelmi qui s'est montré à l'avant. Et encore une fois, c'est un jeune coureur, ça lui permet de prendre de l'expérience. C'est comme sur Paris-Roubaix. Quand vous êtes un jeune coureur sur Paris-Roubaix, je trouve qu'il est préférable de partir en échappée pour apprendre le parcours, et au lieu de tomber dès le premier secteur pavé parce que vous étiez en plein milieu du peloton ou très mal placé dans le peloton. Je continue avec Attila Valter. Qui a une journée compliquée. Alors je dirais tout n'est pas perdu pour Valter. Valter, c'est objectif top 15 pour moi sur ce Tour d'Italie, mais il perd quand même beaucoup. Il finit 30e à 6 minutes 16. Il y a eu une incompréhension également à la Groupama FDJ, parce qu'à un moment Rudy Mollard ne savait plus où était son leader, qui était dans un deuxième groupe, donc le temps de s'en apercevoir, voilà, il a dû rétrograder un petit peu dans le peloton. Ce qui montre quand même que Rudy Mollard, il faudra compter sur lui en troisième semaine. Manque d'expérience sur ce type de parcours. On a vu que tous les débutants sur les routes blanches ont souffert aujourd'hui. Demandez à Remco Evenepoel. Du côté d'Attila Valter, 6 minutes 16, c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Il perd 1 minute de plus que Evenepoel. Par rapport à Ciccone, c'est quasiment 2 minutes 20.
Donc ça fait beaucoup. Je pense qu'il s'est fait avoir un petit peu sur la fin d'étape aussi. Il a beaucoup dépensé d'énergie. À un moment, il a attaqué. Ça lui a peut-être coûté en fin de journée à Attila Valter. Après, c'est un jeune coureur, inexpérimenté sur ce type de parcours. Ça a joué. Et puis, on est aussi un lendemain de journée de repos. Hein. Et pour des coureurs comme ça qui sont sur leur premier grand tour, le lendemain de journée de repos, il y a toujours des surprises. Voilà, c'est multiplié x 10 hein, en plus avec une étape comme celle-là. Romain Bardet, 5-17 aujourd'hui Romain Bardet, assez surprenant parce qu'il a bien tenu la baraque pendant une grande partie de la journée Romain. Et puis sur la toute fin d'étape vraiment il a vraiment craqué, un peu comme Ciccone dont on parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Il a vraiment bien pété en fin de journée Romain Bardet. On me posait la question est-ce que je vois Romain Bardet pour la gagne? J'ai dit non, mais Romain Bardet son objectif c'était pas la gagne en début de Giro, son objectif c'est plutôt top 10. Là il est à 3 minutes 3 minutes 30 je crois Bardet, oui 3 minutes 29 précisément 12e à mi-Giro. Bon, je dirais que l'objectif c'est à 10 minutes de retard. À 10 minutes de retard, tu te cales aux alentours d'entre 8 et 10. Donc c'est toujours jouable pour Romain Bardet. Voilà, il est avec Marc Soler, avec Martinez, hein, il est dans ces eaux-là. On peut penser que Martinez, ça jouera pas sur la fin il sera obligé de se sacrifier peut-être pour Bernal. Tobias Foss, à voir sur la troisième semaine quand même pour le Norvégien sur les étapes un peu plus difficiles. Donc voilà, il peut rentrer dans le top 10 quand même, je vais dire assez aisément Romain Bardet. Aujourd'hui, ce qui est surprenant, c'est qu'il a quand même bien pété dans le final. Peut-être une fringale. Sur une étape comme celle-là, c'est pas facile de boire, de manger, parce que sur les secteurs en gravier, vous pouvez rien faire. Là, on avait quand même beaucoup de secteurs en gravier très rapprochés, parce que ça se tenait en 60 km, hein, tous les secteurs en gravier. Donc peut-être qu'il y a un moment, on n'a pas pris le ravitaillement, ou on a oublié de s'hydrater ou de manger, parce qu'on était trop concentré sur la course, et que ça a eu des conséquences sur la victoire d'étape pour Romain Bardet et sur un bon classement aujourd'hui. C'est dommage parce que encore une fois il était très très bien placé, mais sur la fin d'étape vraiment il a souffert. Il se fait même rattraper par Evenepoel. Donc je pense que on peut peut-être chercher un problème de ce côté-là. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, je crois que c'est pas compliqué à trouver, hein. Egan Bernal. Je crois qu'il avait vraiment coché cette étape, Egan Bernal. Alors j'avais dit, moi j'en faisais mon favori parce que sur l'étape, je fais les pronos, j'en donne 3. Mais pour moi c'était vraiment mon favori. Premièrement, expérience du terrain. L'Estrade Bianche, il les a fait cette année. Donc expérience du terrain. Deuxièmement, la forme. Il a une très bonne condition physique. Troisièmement, l'équipe. Et dans l'équipe, vous avez un Filippo Ganna, vous avez un Gianni Moscon. On sait que ces mecs-là sont des pointures. Vous avez également Martinez. On sait que c'est un très bon coureur. Et puis, là, je crois qu'il était très motivé aujourd'hui, Bernal. Il a fait mal, physiquement. Mais aujourd'hui, il fait surtout mal mentalement. Parce que le deuxième est déjà à 45 secondes. Ce matin, il fallait aller au moins jusqu'à la 8e place pour atteindre cet écart-là. Et puis surtout, il fait mal parce qu'il a fait péter des coureurs sur une étape qui, en termes de dénivelé positif, n'était pas très difficile. Il a montré vraiment son niveau, quoi. Il a montré son niveau. Il a joué le rapport de force et dans ce domaine-là, il a gagné. Dans la dernière difficulté du jour, quand même, il explose tout le monde. C'est une côte de 3e catégorie. Alors certes, il y avait du pourcentage dans cette difficulté, mais voilà, ça montre qu'en condition physique aujourd'hui, il sera très dur à battre. Alors après, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y aura un joueur de moins bien ? Ça me semble quand même de plus en plus compliqué pour Bernal, pour une raison extrêmement simple. Ce coup de moins bien n'arrivera pas avec la fatigue physique, parce que Bernal, il arrive avec très peu de jours de course, il est très frais.
Donc normalement, il devrait même être avantagé en 3e semaine. La douleur au dos, je crois que c'est de l'histoire ancienne, très clairement. Ce qui nous montre quand même que Groupama a très très mal géré la situation. Donc du côté d'Egan Bernal, je crois que là, il va falloir être très très fort pour le battre. Il va falloir aussi avoir une équipe très forte. Et pour moi, il n'y en a pas 150 qui ont la capacité de le faire sur ce Giro. Je continue avec Vlasov. Pourquoi ? Parce que Vlasov, c'est le mec qui a le moins souffert aujourd'hui. Hein. Il finit donc à 20 secondes, un peu plus de 20 secondes de Bernal. Ce qui est fort aujourd'hui avec Vlasov, c'est que moi, je ne m'attendais pas à grand-chose de ce coureur-là. Déjà parce que dans son équipe, il y avait Luis Sanchez, mais il n'y avait pas qui est un bon coureur et qui est un bon capitaine de route. Mais il n'y avait pas forcément des coureurs très expérimentés sur les Strade Bianche. Donc je me disais, aujourd'hui, ça va peut-être être compliqué. En plus, Vlasov n'est pas forcément le coureur qui a la meilleure gestion de course du monde, ce qui est pourtant important sur une épreuve comme celle-là, qui n'est pas forcément le coureur le plus intelligent, qui n'est pas forcément non plus le coureur qui est le plus fort pour frotter dans un peloton. On sait que c'est des qualités qui sont primordiales sur une étape comme celle-là. Vlasov, aujourd'hui, il a fait une très très belle journée. Alors, son équipe me semble quand même un peu plus faible qu'Ineos, mais la forme est là. Ça sera un adversaire sur lequel il faudra compter au Montezocolan déjà dimanche, mais également lundi sur l'étape de lundi. Puis il est encore en 3e semaine. Mais Vlasov, ça va être peut-être l'épouvantail. Parce qu'il est 2e, il n'est pas très loin non plus. 45 secondes. Malgré tout, je pense que derrière lui, il y a des coureurs qui sont en capacité de le battre. Mais ça dépendra de sa condition physique. S'il a une condition physique qui est excellente, comme ça a l'air d'être le cas, peut-être qu'en 3e semaine, il pourra faire très mal. Et je termine avec Hugh Carty. Alors certes, Hugh Carty, les 200 derniers mètres lui ont fait quand même très très mal à 12% à Hugh Carty, parce qu'il perd 5-6 secondes dans l'affaire. Malgré tout, EF Education Nippo a bien répondu à l'épreuve de force qu'a lancé Ineos. Et ça veut dire qu'en montagne, cette équipe-là, il faudra compter sur elle. Parce que EF Education Nippo aujourd'hui, Bettiol a fait un énorme travail, il faut le dire. Guerrero, excellent. Et pourtant, Caseido est tombé très tôt dans l'étape et n'a pas été utilisé. Pourtant, c'est un coureur qui est important dans l'effectif de cette formation. On n'a pas vu Van Garderen. Donc en haute montagne, EF, ils vont faire très mal encore dans les jours à venir. C'est peut-être l'équipe qui est la plus à même de renverser la situation en lançant un coup de loin. C'est peut-être le coureur qui est le plus à même à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, Hugh Carty, c'est un peu comme Vlasov. Je ne m'attendais pas à grand-chose de ces coureurs-là, sur ce parcours-là. Et pourtant, dommage, les 200-300 derniers mètres pour Hugh Carty, mais les deux ont quand même plutôt bien géré et sauvé la situation. Je passe au bonnet d'âne tout de suite parce que je vois que sur la 13 minutes 50 de vidéo, du côté des bonnets d'âne, on a beaucoup de choses à dire et pour éviter que la vidéo fasse 25 minutes. Je vais commencer avec Evenepoel. Aujourd'hui, Evenepoel, c'est le perdant du jour, oui, parce que ce matin il était à 15 secondes et que ce soir il est à 2 minutes, 2 minutes et des brouettes, 2 minutes 22, voilà. Evenepoel, parce que il a montré ses faiblesses. Après, j'ai fait une erreur ce matin en disant que ça faisait partie des favoris parce que j'ai oublié plein d'éléments en fait avec Evenepoel. Premièrement, que c'était un débutant sur ce type de route, sur les graviers. Deuxièmement, c'est un débutant sur les grands tours et on était un lendemain de journée de repos. Ces deux facteurs-là ont été primordiaux, je pense, dans sa contre-performance du jour. Le manque d'expérience sur ce terrain, il n'était pas du tout à l'aise sur son vélo. Alors, je pense que c'est peut-être dû à sa chute l'année dernière sur le Tour de Lombardie, mais regardez-le sur sa position sur le vélo, il était très 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 pendu. Et puis, surtout, il était très mal placé. Alors, en plus, vous rajoutez à ça une incompréhension avec Almeida, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ce qu'on a demandé à Almeida, que Almeida n'aurait pas exécuté, ou ce qu'on n'a pas demandé à Almeida, est-ce qui a énervé Evenepoel.
Mais de toute manière, même s'il n'y avait pas eu cet incident-là, dans tous les secteurs graviers, il perdait 40 positions. Dès le premier. Il n'arrivait pas à rouler correctement sur ces secteurs-là. Il n'était pas bien en place au niveau de son vélo. Sa position sur le vélo n'était pas bonne. Il était très tendu. Et ça n'a pas pardonné. C'est-à-dire qu'à 25 bornes de l'arrivée, il explose. Alors, il retrouve quand même un petit second sou dans les 5-6 derniers kilomètres, Evenepoel. Mais c'est trop tard. Alors, il est qu'à 2 minutes 20. Evenepoel n'a pas tout perdu encore. Hein. Je rappelle, Richard Carapaz en 2019, il était à plus de 2,30 avant de refaire un gros comeback. Mais il a plus les cartes en main, Evenepoel. C'est-à-dire que pour gagner le Giro, désormais, Evenepoel, faut qu'il compte sur le fait que certains coureurs vont se regarder, dont Egan Bernal, sur une étape. Et il faut qu'il parte de loin. Il est capable de le faire, Evenepoel. Par contre, est-ce qu'il sera capable de le faire dans un grand tour ? Au niveau de la récupération, ça c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, c'est quand même un des grands perdants du jour. On ne peut pas dire qu'il y a un grand perdant même aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de coureurs qui ont perdu du temps que c'est assez compliqué à souligner. Il y a un grand gagnant, pour moi c'est Bernal, mais il y a beaucoup de perdants. Je continue avec Ciccone, 4,56 aujourd'hui pour Ciccone, donc ce qui fait une grosse minute... quasiment 2 minutes sur Bernal aussi du côté de Ciccone. Alors comme Bardet, il a explosé dans les 10 derniers kilomètres. Un peu plus tard que Bardet, mais alors il a vraiment explosé complètement. Je dirais là aussi fringale pour moi, parce que la manière dont il a pété Ciccone, ça fait vraiment penser à ça. Il n'a pas réussi à suivre le groupe Simon Yates, Hugh Carty. Il a vraiment, c'était la lumière out, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a voilà, il a complètement pété du côté de Ciccone. C'est une mauvaise nouvelle parce que en plus, Nibali a aussi explosé un petit peu. Donc, pour le général, pour la Trek. Après, le Ciccone, ça va lui permettre d'avoir un petit peu de liberté également. Et il aime avoir de la liberté, Ciccone. Hein. Quand même un coureur qui a un attaquant, qui a un vrai baroudeur, on va dire, dans l'esprit. Donc ça va lui permettre d'avoir des libertés. Mais c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Et puis je termine avec un dernier flop, c'est Dan Martin. Dan Martin, je n'ai même pas vu à quel moment il a explosé. Mais au final, Dan Martin, on va quand même vous montrer qu'il se retrouve à 9 minutes 23 aujourd'hui de perdu. Il est avec Davide Formolo en passant, mais Davide Formolo, je n'en faisais pas un prétendant pour le top 10, alors que Dan Martin, si. Ces deux-là, ils ont tout perdu aujourd'hui. Hein. C'est terrible. Dan Martin, je ne sais pas trop où ça a pété, parce que encore une fois, la réalisation n'était pas exceptionnelle. Pourtant, il est bien emmené à l'approche du premier secteur. Est-ce qu'il y a eu une chute, problème mécanique ou tout simplement jour naissant ? Ça, je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais le débours en temps est assez impressionnant. Et pour Israël, la suite de ce Giro devient un peu plus compliquée. Heureusement, il y a encore Davide Cimolai pour le maillot de meilleur sprinter. Mais c'est vrai que pour le général, c'est fini. Hein. C'est dommage parce que Dan Martin, il misait énormément sur ce Giro. Surtout après sa Volta de l'année dernière qui avait été très bonne. Et là, c'est râpé pour Dan Martin. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment physiquement ou est-ce qu'il n'y a pas une chute pour Dan Martin ? On aura peut-être les informations un peu plus tard dans la soirée ou demain dans la matinée. J'avais dit que je ferais un point pour le classement général, je vais le faire tout de suite au niveau du classement général. Donc comme vous le voyez en bas dans la description, Bernal à 45 secondes d'avance sur Vlasov, Caruso est à 1,12, Hugh Carty est à 1,17, donc vous voyez que Hugh Carty est encore proche, comme Simon Yates. Vous avez Emmanuel Bourman qui a fait une très très belle étape aujourd'hui, qui est à 1,50. Puis Evenepoel et Ciccone à 2,22 et 2,24. Je dirais que ces 8-là peuvent encore gagner le Giro. Ensuite, on retrouve Tobias Foss, Daniel Felipe Martinez.
à 3,15. Romain Bardet, premier français, est 12e, juste devant Attila Walter, 3,29 et 3,51 d'écart pour les deux. Nibali est 14e avec 4 minutes 11 de retard. Dan Martin est 18e avec 7 minutes 06. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve demain matin pour faire la présentation de l'étape numéro 12 que j'ai enregistrée hier. Et on fera également le débrief de cette étape demain soir. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.